Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Yann Gisèle. Salut Yann. Bonjour. Alors toi, on te connaît pour l'aventure Yaka Roulé que tu as créée il y Oui, a maintenant presque 20 ans, 18 si ma voilà, mémoire oui. est bonne. Et écoute, je Mhm. vais te laisser te présenter pour commencer. Oui, alors je m'appelle Yann Gissel, comme vous avez pu l'entendre. Je suis le fondateur de yakaroulé.com, un site de vente de pièces auto en ligne, en early stage par rapport au e-commerce. On était pas complètement au balbutiement, mais presque en fait, sur une problématique assez importante dans le sens où on vendait des pièces auto. Il y a des millions de pièces auto aujourd'hui et encore déjà à l'époque, sur un marché très concurrentiel avec des forts volumétries de demandes et de commandes. Voilà. Tes Tout grands le bonheur concurrents, du e-commerce. ouais, Pardon? tes grands concurrents digitaux, c'était Oscaro, c'est ça à l'époque? Oscaro. Alors sur la fin, c'était plutôt Autodoc. Enfin, même si Oscaro restait un concurrent. T'avais aussi Mister Auto, autre acteur français. Et après, quelques acteurs, je dirais, beaucoup plus petits, tels que Webdeal Auto, Pièces et Pneus, etc. et consorts. Comment t'en es arrivé Mais à cette ah à- pardon, excuse. comment t'en es arrivé à lancer en fait Yaka Roulé? Comment tu as identifié ce besoin? Alors en fait à l'époque, moi je travaillais dans un centre auto, j'étais directeur de magasin en pépinière qui s'appelait Eldorauto. Et en fait, ce magasin, c'était celui qui était sur les Champs-Élysées et après un peu plus tard avenue de la Grande Armée. Et en fait, c'était plutôt une fin de vie pour Eldorauto. M'est venue l'idée à ce moment-là parce que j'avais pas envie de passer par la case chômage, etc. J'en avais un petit peu marre de ça. Donc j'avais envie de créer mon activité et m'est venue l'idée en fait à l'époque de créer un centre auto en ligne. Je me suis dit tiens pourquoi pas, on va essayer de faire ça. Et à l'époque dont j'ai regardé, j'ai pas vu de centre auto en ligne, c'est-à-dire d'endroits où tu pouvais acheter des pièces détachées, des accessoires, de l'entretien, enfin tout l'univers de l'automobile, mais en ligne. Il y avait un acteur qui existait à l'époque, qui était Oscaro, mais qui débutait tout juste, et qui était vraiment que focus sur les pièces détachées. Et après, il y avait d'autres acteurs qui étaient plus sur de l'accessoire, mais les deux, il n'y avait pas. Je me suis dit, il y a un créneau à prendre, banco, j'y vais. Donc j'ai demandé à l'époque à Eldorauto qui me licencie pour que je puisse bénéficier du chômage et monter mon projet. Et j'ai fait mon business plan, etc., etc. J'ai embarqué quelques personnes avec moi qui étaient déjà des personnes que je connaissais de Eldorauto et on a démarré, je dirais, avec un site vraiment très pourri. Donc c'était une horreur en fait, vraiment, voilà, avec tous les outils qu'il pouvait y avoir, CMS, CRM, c'est des trucs horribles, quoi, vraiment limite à la main, quoi. Et on avait un magasin, et ça a été vraiment l'aventure avec un grand A, quoi, parce qu'on partait vraiment de rien du tout, dans un bled de banlieue parisienne un peu paumé. Franchement, il fallait une bonne dose d'inconscience, en fait, pour pouvoir démarrer comme ça. Et puis finalement, on l'a fait. Euh, c'est monté quasiment jusqu'à 40 millions d'euros. Euh, J'allais dire presque 2 millions de clients. Enfin, je veux dire, c'était une aventure énorme, quoi. Mais c'est vrai que les premiers temps ont été très complexes. Le démarrage, le kick-off, je dirais la première année et demie. Et après, on a eu un gros boost en fait avec la presse qui s'est intéressée à nous à l'époque parce que c'était quand même un métier qui était assez atypique en tout cas au début. Et donc, on a eu pas mal d'expositions de presse qui nous a permis de vraiment bien décoller et de bien s'étendre en fait sur un métier qui était vraiment complètement neuf. Sur le centre auto, donc on imagine bien ce qu'on peut y acheter, effectivement les pièces détachées, mais aussi tout le service. Ce premier magasin que vous avez ouvert, il était où dans le bled paumé dans la région parisienne? Ah, il était à Villeneuve-le-Roi. D'accord. Avenue de la République à Villeneuve-le-Roi, c'est une grande avenue qui descend vers la Seine. Et en fait, on était dans un local qui était un ancien chèque, tu vois. Je veux dire, rien à voir avec la pièce auto et avec l'automobile tout court, quoi. On a vraiment tout fait. On a fait maçon, peintre.
C'était vraiment un truc complètement dingue. Et donc, bah, on l'a fait, quoi. C'était une belle aventure. Après, vous avez ouvert d'autres boutiques ou c'était la seule boutique que vous avez eue? Alors en fait, après qu'on ait fait la première levée de fonds, en fait, la boutique faisait 50 mètres carrés, donc c'était vraiment ridicule. Et on arrivait à avoir jusqu'à 600-700 clients par jour. Je sais pas si t'imagines avec 50 mètres carrés, c'est un peu compliqué. Les gens faisaient la queue peut-être pendant 200 ou 300 mètres sur le trottoir en fait pour entrer au magasin. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'atypique. Donc là, j'ai pris la décision de changer en fait d'emplacement. Donc on a été dans la boutique qui existe toujours d'ailleurs, qui est à Thiers, en face de Belle Épine, où on a eu l'opportunité de prendre un local plutôt sympa. Et après, on avait ouvert aussi une boutique à Lille, enfin dans la banlieue de Lille, et à Lyon. Mais à Lyon, en fait, la zone était vraiment complètement, c'était vraiment trop zone industrielle, quoi. Il n'y avait pas de traction. On avait la prétention d'être notre propre traction, mais on s'est quand même aperçu qu'il fallait que ce soit pas trop exagéré, donc qu'il fallait quand même que ce soit une zone où il y ait quand même du monde qui passe. Donc ça c'est important. Et du Voilà. coup, Donc en fait on a eu deux vraiment boutiques, Lyon et Lille. Enfin Paris et Lille, pardon. les boutiques, elles ont représenté combien dans votre chiffre d'affaires par rapport à tout le e-commerce? C'était entre 10 et 15%. D'accord, donc Donc c'était pas neutre quand même, ouais. mais c'était quand même majoritairement le e-commerce, hein, ça, il y a pas. Et puis d'ailleurs, je dirais que 90% du chiffre du magasin était quand même quelque part généré en ligne avant même que l'achat soit concrétisé en magasin. Après, ce qui était pratique, c'est que en magasin, tu as tous les modes de paiement, tu as la carte, mais tu as aussi les espèces, chèques. Enfin, voilà, donc les gens étaient contents aussi de pouvoir payer en magasin aussi, parce qu'à l'époque, il y avait encore, malgré tout, quelques petites réticences sur l'achat en ligne. Les gens avaient peur de mettre leur carte bleue, donc le fait d'avoir un magasin, ça rassure et ça permet de retrouver des repères comme tu pouvais avoir auparavant sur un centre auto classique. Mmh. Tu nous as dit Donc, qu'il y avait eu une première levée de fonds qui t'avait permis de changer de taille. Quelles ont été les différentes mhm. grandes étapes de Yaka Roulé entre les premiers salariés, levée de fonds, accélération et jusqu'à la fin? Alors, la première étape, bien sûr, c'était la constitution du projet. Et là, t'es un peu tout seul, quoi. Donc voilà, faut vraiment que t'aies ton projet chevillé au corps pour pouvoir affronter toutes les désillusions que tu peux avoir, que ce soit les demandes de financement initiaux enfin bref, tout, tout ce genre d'horreur en fait. En fait, quand tu as un projet, tu y vas et point barre. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, je dirais que la deuxième étape, ça a été vraiment le décollage avec l'exposition qu'on a eue dans la presse, D'accord. notamment la presse télévisée. On est passé sur M6, Turbo, etc. La troisième étape, ça a été la levée de fonds. Ça s'est fait de manière, j'allais dire, un peu par hasard, parce qu'on avait vraiment une grosse traction. On avait quand même une belle croissance à ce moment-là. Et en fait, euh, on avait des résultats, on était à peu près à l'équilibre, on était autour de zéro, donc il n'y avait pas de problématique particulière. Et comme on avait un BFR négatif, en fait, on n'avait pas de problématique immense en termes de trésor. Voilà, donc on s'était pas vraiment posé la question. Et en fait, c'est un intermédiaire qui est venu nous voir et qui nous a invités en fait à rentrer dans un process de levée de fonds parce qu'il a dit vous aurez besoin de ces fonds, c'est évident vu la croissance que vous faites, vous ferez à un moment donné du cash burn de manière assez importante, donc il faut à tout prix que vous leviez. Donc on l'a fait et ça s'est plutôt bien passé. Et ça nous a permis effectivement de passer à un stade supérieur. Euh, voilà, le seul petit truc que je dirais, c'est que même quand tu passes par un intermédiaire qui te dit ouais ça va vous consommer zéro bande passante, en fait ça te consomme de la bande passante le fait de faire une levée, beaucoup je dirais même. et, euh, et je dirais que même après quand tu as un fonds en fait qui est dans ton business quelque part, ça soulève des problématiques auxquelles je n'avais pas pensé en fait à l'époque, parce que avant la levée, j'étais vraiment que sur mon business, quoi. Enfin, c'était vraiment un focus absolu. Et une fois que tu as d'autres actionnaires en fait qui sont plus institutionnels en fait dans ton capital, tu es sur des problématiques des fois un peu différentes.
Donc, ce qui est pas une mauvaise chose, hein, parce que ça permet de prendre du recul et d'avancer sur des sujets auxquels tu n'aurais pas pensé. Donc ça, c'est plutôt un aspect vraiment positif. Par contre, parfois, t'es un peu moins concentré sur ton business que tu pouvais l'être à l'époque où tu fais que ça presque jour et nuit, je dirais. L'intermédiaire, il a Donc eu ça, d'autres c'était... arguments l'intermédiaire, il a eu d'autres arguments pour te convaincre de lever des fonds? Ou le cash En fait, burn il est était le venu plusieurs fois à la charge, quoi, en fait. En fait, il est venu plusieurs fois à la charge. Il est venu une première fois, on lui a dit non, non, mais pas la peine, salut. Il est revenu à la charge, et puis au bout de la troisième fois, on s'est dit, ouais, on peut quand même discuter un petit peu avec, parce qu'il est vraiment pugnace, le garçon. Donc, la pugnacité a fait que on a pris un temps pour discuter avec, un temps plutôt important même. Et donc, ça nous a convaincus. Donc, il nous a dit que si on levait pas, en fait, on serait sur un modèle, on serait un petit acteur avec une petite progression et une petite société. Et en ce sens, il avait raison. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, d'ailleurs, hein, de nos jours. Je pense que ça serait encore plus prégnant cet aspect-là que ça ne l'a été il y a une vingtaine d'années. Donc, nous, c'était pas du tout dans le même type de schéma, le même type de fonctionnement. et du coup derrière, Aujourd'hui, je pense que suite à cette première levée de fonds, il y en a eu d'autres en fait? Ça s'est passé comment? ouais, il y en a eu d'autres avec le même fonds en fait, donc qui nous ont accompagnés, pour pouvoir développer la société. Et à un moment donné, ils sont sortis, hein, comme font tous les fonds. Donc voilà, et donc ça nous a permis de vraiment bien nous développer, déjà de déménager, parce que c'est pas évident quand tu es sur fonds propres en fait de déménager, parce que c'est des coûts qui sont importants. Et puis ça nous a permis aussi de vraiment nous développer. On est passé à ce moment-là d'un stade qui était autour de 10 millions pour finalement arriver à quasiment 40 millions, quoi. Donc c'est pas rien. Ouais. Donc voilà, Quand, c'était un gros accélérateur. ouais. Quand toi tu prends cette décision de lever des fonds, vous êtes combien d'associés? Alors j'ai moi en principal, enfin D'accord. grandement principal. Après j'ai un autre associé et plein d'associés qui sont un peu moins importants dans le sens où c'était des personnes que j'avais embarquées dès le Doroto. Donc D'accord. voilà, une partie Et, et, moins importante. C'est plus un intéressement qu'associé. ouais. Et du coup, par rapport à ton associé, cette levée de fonds, elle vous a obligé à vous structurer de façon différente que ce que vous aviez imaginé? Il y a des choses qui vous ont étonné ou pas? Ouais, alors en fait, c'est assez perturbant parce que en fait à l'époque, alors aujourd'hui c'est vraiment moins le cas, mais à l'époque je connaissais pas du tout comment fonctionnait un fonds. On avait encore les images d'Épinal, tu sais, des fonds de pension, de ce Ouais. genre de choses. Euh, et pour moi, qui c'était ma première société, il y a qu'à rouler en fait. Et donc j'avais vraiment à l'esprit que si tu veux financer ta boîte, en fait, tu vas avoir ta banque. Euh, bon, j'ai très vite déchanté sur ce sujet, hein, parce que la banque, en fait, elle ne te prête que quand on n'a pas besoin. Euh, mais je veux dire, j'avais vraiment une méconnaissance de cet univers des fonds. Alors il se trouve que mon associé, qu'on n'était pas à sa première boîte, il avait la même méconnaissance, donc Mmh. on était un peu deux novices et naïfs à peu près quand c'est arrivé, quand c'est arrivé. Euh, mais euh, mais je dirais que c'est quelque chose qui à l'époque en fait était nécessaire Mmh. et mais on n'en avait pas forcément conscience du fait de cette méconnaissance en fait de comment ça fonctionne un fonds, etc. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un passage quasi obligé si tu veux tenir le rythme en fait de croissance d'un site internet. Je dirais que pratiquement quelle que soit l'activité que tu vas avoir. Sauf à avoir un truc sorti de nulle part qui va générer énormément de cash et énormément de rentabilité de manière immédiate sans avoir besoin de capitaux, mais ça, à ma connaissance, ça n'existe pas, ou alors, enfin, en tout cas, moi, je connais pas. Mais, euh, mais voilà, en fait, on avait une méconnaissance de l'environnement des fonds et de comment ça fonctionnait. Et je pense que c'est moins le cas pour les entrepreneurs aujourd'hui parce que entre temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en fait, d'informations qui se sont passées
Et donc le public est quand même moins novice sur ces sujets qu'on ne pouvait l'être en fait à l'époque. C'est clair. Il y a quand même beaucoup d'évangélisation qui a été faite. Ouais, Aussi. très clairement. Donc après, il y a eu quoi d'autre comme grande période de développement? Et est-ce qu'il y a eu des personnes clés qui t'ont permis de faire évoluer la société? Alors, justement, pour reprendre le fil, le fond, en fait, une des premières choses qu'ils ont imposé, en fait, c'est qu'on se structure en termes de staff. Mmh. Euh, bon, le fait qu'on développe les business, c'était bien, mais en fait, ils nous ont vraiment imposé un staffing important. Donc, on a recruté pas mal de monde à ce moment-là. On a recruté un patron pour le marketing. On a recruté une patronne pour la logistique. Enfin, on a recruté en fait pas mal de monde pour des postes qu'on assumait, que j'assumais pas mal, hein, tout seul pour certains aspects, ou qu'on Ouais. assumait en interne, mais je dirais qu'on n'était pas, euh, voilà. Enfin, je veux dire, j'avais un responsable logistique, mais avant, il était chef de rayon. Tu vois, donc c'était pas du tout un patron de la logistique Mmh. pour. Ça veut pas dire qu'il bossait pas bien, mais il y avait des réflexes et des abacs qu'il avait pas en fait. Et donc euh, il mettait 2 fois plus de temps pour des sujets qui étaient parfois évidents ou simples pour des gens qui sont professionnels de ce domaine, tu vois. Donc et en plus le fait d'avoir des professionnels dans certains domaines, ça te permet de t'enrichir toi-même et Mmh. d'apprendre énormément de choses, de t'imprégner en fait, de faire un peu éponge. Et ça, c'est une vraie richesse pour une société en fait de pouvoir se staffer cette dimension-là, et une dimension où tu as vraiment des gens qui sont des pointures en fait. Donc et ça te permet vraiment d'accélérer parce que tu as des raccourcis, Mmh. que ce soit dans le développement, que ce soit dans le marketing, la logistique, je dirais même tout ce qui est gestion en fait, avec tout ce qui est partie contrôle gestion et DAF. Vraiment, ça apporte énormément parce que les gens t'apprennent quelque part. Donc, et ça, c'est une richesse. Donc, on s'est staffé, je te dis, au marketing, en achat, en IT, fortement. Donc, ça c'est obligé aussi. Euh, enfin, tous les postes stratégiques importants, on s'est staffé. Parfois, on s'est un peu planté aussi dans les recrutements qu'on a fait, mais ça fait partie du jeu. Tu peux Partie du pas jeu, ouais. faire du 100% réussi, hein, sinon ça serait trop facile. Mais en gros, ça a permis vraiment de passer une dimension différente et d'avoir une vision différente aussi de chaque sujet du fait de l'expertise qu'on avait incorporée dans Yakaroulé sur tous les sujets importants en fait d'un site de e-commerce. Quand on est le leader comme ça et qu'on doit recruter des seniors, il y a des gens en place, comment on leur annonce Mmh. et comment on gère cette transition vis-à-vis d'eux qui est pas forcément évidente? De leur dire: «Tu vas avoir besoin de quelqu'un plus expérimenté pour faire ton rôle». C'est un vrai crève-cœur en fait. À l'époque, en tout cas, je l'avais parce que on n'a pas de recul, donc on sent bien qu'il y a des besoins, mais en fait, quand tu es dans une aventure, parce qu'une vraie aventure où tu embarques des gens qui sont tes potes, en fait, c'est compliqué parce que t'as du mal à voir forcément les besoins que tu as. Donc, c'est des discussions qu'on a entre associés principaux et aussi avec le fonds quand ils sont Mmh. arrivés. Donc, ça reste compliqué. Mais au final, quand tu dis naturellement les choses, ça se passe et les gens y reconnaissent eux-mêmes en fait. Donc ça veut pas dire que ça se passe simplement, hein. Des fois Ouais. c'est compliqué, des fois très compliqué, mais en fait ce qui doit primer c'est l'intérêt de la société quoi. Donc mais c'est vrai que c'est pas forcément des périodes faciles, mais c'est des périodes importantes pour la boîte. Ah, c'est des paliers et c'est structurant en fait de faire, d'arriver à faire ça en fait. Ouais, tout à fait. Et alors t'as des gens qui l'acceptent hein, euh, pleinement, donc ils sont réaffectés sur d'autres fonctions. Ou alors ils s'en vont parce qu'ils se disent bon bah c'est plus mon truc et j'arrête. Mais c'est vrai que c'est des périodes qui sont hyper importantes et je dirais qu'ils sont quelque part un peu clés. Parce que si t'arrives pas à passer un palier quand tu es dans le e-commerce en tout cas, il y Mmh. a de grandes chances que tu stagnes et si tu stagnes tu meurs. En Mmh. fait c'est assez frustrant mais c'est un peu ça. Donc si t'as pas atteint un certain seuil,
et que tu stagnes, ça va devenir très vite compliqué parce qu'il y en a d'autres qui vont galoper, qui vont dépasser ce seuil et qu'à un moment donné, bah, ils seront plus gros, plus forts que toi, quoi. Donc c'est vraiment important, même si c'est pas forcément évident. Surtout quand tu es Comment, dans un contexte où tu as créé une boîte. Voilà. et d'ailleurs, j'imagine aussi que c'est quelque chose qui peut être ressenti au niveau de vos clients. C'est que les premiers clients, vous étiez, j'imagine, proches, vu que c'était des gens qui venaient aussi en boutique. Ouais. Après, plus tu grossis, plus tu perds Ouais. contact avec ces clients. Comment tu maintiens justement une vision marketing de ton marché? Alors, en fait, le marché, il change au tout début. Alors là, je parle vraiment du early stage. Hein. Tu as des clients, ils venaient tous les jours. Hmm, Enfin, je veux dire, tu allais déjeuner avec. En gros, pour dire clairement les choses, nous, on avait des blackers qui trouvaient nos tarifs très intéressants, notre service très sympathique, et ils étaient juste à côté. Donc, quand je dis juste à côté, c'est qu'ils étaient genre à 10 minutes à pied, tu vois. Donc, ouais. c'était vraiment à côté. Et donc, bah, ils venaient tous les jours, quoi. Donc voilà. Puis après, tu avais aussi des passionnés de tuning ou ce genre de choses, hein, choses de produits qu'on Ouais. vendait à l'époque. Donc, en gros, on avait une masse de clientèle qui était ultra méga fidèle, qui nous faisait vivre entre guillemets. Hein, donc voilà, parce qu'ils développaient un business assez important. Mais je dirais que à un moment donné, quand tu t'industrialises beaucoup plus, cet aspect hyper proximité, c'est excessivement compliqué à conserver. Parce que en fait, tu vois, quand on avait notre petite boutique à Villeneuve-le-Roi, je te dis c'était 50 mètres carrés, c'est tout petit. Hmm. Hein, enfin, je veux dire, c'est deux grandes chambres, quoi. Hein. Et quand on arrive à Thiers, la boutique en elle-même, elle, c'est déjà 500 mètres carrés, tu vois. Donc, c'était pas du tout le même univers. Quoi. 10 fois plus. Et là où t'arrivais quand t'arrivais à traiter 200 clients dans une journée, c'était un truc incroyable sur 50 mètres carrés, parce que 200 clients sur 50 mètres carrés, je peux te garantir que l'été, même quand il y a la clim, t'as chaud. Ouais. Bah là, on en traitait jusqu'à 800, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un truc de dingue sur Thiers. Mais voilà, quand t'as tellement de monde, c'est plus compliqué de prendre le temps de prendre un café quand ton client il arrive, etc. C'est pas du tout la même ambiance. Mais à un moment donné, voilà, tu peux pas avoir une proximité aussi importante, même si on le souhaiterait tous, tu vois, d'un point de vue, on aimerait tous être potes, pas, ou du moins avoir un relationnel extraordinaire avec ses clients, mais quand tu passes un certain seuil, tu vois, quand tu traites 100 commandes, 200 commandes dans la journée, ok, mais quand on traite 2000 ou 3000, ça devient compliqué, quoi. Tu vois, ce temps-là, en fait, si tu le consacres à un client, bah, ce temps-là, tu peux être plus efficient en digital avec 200 clients, tu vois. Enfin, c'est la logique de la taille, en fait, et de l'expansion du chiffre, elle prime sur quelque part sur cette relation, même si tu as envie, même si tu les vois encore de temps en temps. Moi, je sais que je me faisais un point d'honneur d'être très régulièrement en magasin et d'aller être au comptoir et manger entre guillemets du client tous les jours, tu vois. Donc, Hmm. enfin, je le faisais pas tous les jours, mais je veux dire plusieurs fois par semaine, j'étais derrière ma chaise au comptoir, même une heure ou deux, peu importe, mais pour avoir le ressenti du client et de savoir ce qui se passe, c'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles. Et quand tu es au comptoir, tu l'as tout de suite dans la tête, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin de faire d'analyse marketing ou machin. Tu te mets derrière un bureau, tu te mets en accueil client et tous les problèmes, ou du moins la grande majorité, tu les as direct. Tu sais, il n'y a pas de filtre. Hein, je veux dire, il y a un truc qui te le disent direct. Hein. Et que tu sois le responsable ou pas, ils connaissent pas ta tronche, donc voilà, Hmm. c'est sans filtre. Et ça c'est un vrai plus qu'on a toujours fait par contre chez Caroulé. Et comme on était les seuls à avoir un magasin, on était les seuls aussi à avoir ce type de remontée. Parce que tu sais tout ce qui est enquête, tu sais, de clientèle dans une salle où tu fais venir tes clients, c'est très sympa. Hein, enfin, je veux dire, mais tu vois, tu mets les choses dans un certain contexte. Alors que quand tu vas avoir des clients en face de toi, bah là, je vais te dire, la vérité, elle est immédiate. Ça me fait penser à une question et je l'ai oubliée comme ça m'arrive, souvent dans ces épisodes, et ça va me Voilà. revenir. On va se laisser 15 secondes, pour rebondir. C'était quoi les grandes valeurs du coup de Yakarolé et comment tu faisais cohabiter des valeurs pour les équipes
e-commerce, des valeurs des personnes qui étaient plutôt en boutique? Alors, je dirais que il y avait un point commun chez Yacarolé, c'était le client. En fait, euh, avant d'être dans l'univers de l'automobile, moi, à chaque fois que j'avais un problème sur ma voiture, c'était une boule au ventre. Et la question systématique que beaucoup de clients ont, c'est de dire pour combien je vais en avoir. On est d'accord. Tu vois, c'était vraiment ça. Voilà, c'est le truc, c'est ah mince, j'ai un voyant qui s'allume sur ma voiture, ça va encore me coûter une blinde, je sais pas ce que c'est, mais j'en ai besoin pour aller bosser, j'en ai besoin pour accompagner mes gosses à l'école, j'en ai besoin pour partir en vacances. Enfin bref, j'ai besoin de ma voiture, quoi. J'ai pas le choix, et donc ça va encore me coûter une blinde. Donc et ça en fait, le leitmotiv de Yakurole, c'était de dire arrêtez de stresser, quoi. Vous avez une solution à un bon prix avec un bon service. Donc et ça en fait, ça devait transpirer dans tout ce qu'on faisait au quotidien. Alors après, bien sûr, il y a des trucs qui fonctionnent pas de manière parfaite. Voilà, tu peux avoir une retard sur une commande, tu peux avoir une erreur sur une livraison. Ça fait partie du jeu. Enfin, je veux dire, et encore, je trouve que les gens se sont plus habitués aujourd'hui que ça ne pouvait l'être il y a un certain temps. Ça paraît surprenant, mais il y a 10 ans, t'avais un jour de retard, c'est dramatique. Là, les gens ont tellement l'habitude aujourd'hui de commander en ligne. Quand t'as un jour de retard, ça se passe, quoi. Ça se gère, tu vois. Parce que même si Amazon a un jour de retard, on peut estimer qu'un site un peu plus petit, qui fait pas plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, puisse aussi avoir un jour de retard. Tu vois, donc voilà. Mais voilà, ce qui devait transpirer, en fait, ce qu'on faisait passer, en tout cas qu'on essayait de faire passer à toutes les personnes qui travaillaient chez Yakaroulé, c'était de dire que un client qui vient chez nous, le problème qu'on a, c'est qu'il vient pas chez nous parce qu'il nous aime, il vient chez nous parce qu'il n'a pas le choix. Donc on était vraiment, c'est toujours le cas hein, dans ce métier-là, ce qu'on appelle un achat contraint. C'est-à-dire que tous les leviers que tu peux avoir dans d'autres business qui sont l'envie, le désir, etc., ben ceux-là, tu les oublies parce que franchement, il n'y a rien de moins sexy que d'acheter une plaquette de frein ou un filtre à air, tu vois. Donc en fait, on était vraiment dans un levier de réassurance, de service apporté et je connais ta problématique et je vais y répondre. On était vraiment dans ce défi-là au quotidien. Et à partir du moment où les gens chez Yakaroulé comprenaient bien que fallait pas que ce soit une boule au ventre pour un client que d'aller acheter une pièce auto ou de faire réparer sa voiture, on avait déjà gagné pas mal de choses. Ouais, c'est intéressant déjà rien que le fait de se positionner en achat contraint de façon, consciente et d'activer des leviers de Mmh. réassurance, c'est quelque chose, d'hyper intéressant par rapport aux approches classiques qu'on peut être amené à voir où on est plutôt perçu comme de l'achat plaisir. Ouais, complètement. Alors, on a fait des campagnes de pub complètement décalées parce qu'on aimait bien faire des choses un petit peu décalées quand même chez Yakaroulé. En même temps, on s'appelait Yakaroulé, hein. Faut l'assumer, tu vois. Pourtant, on vendait des joints aussi, donc voilà. Mais sur le principe, c'est que on a fait des campagnes de pub un petit peu décalées où on essayait de dire, bah ouais, finalement, la pièce, ça peut être un achat plaisir, donc la plaquette de frein sur la cheminée pour Noël et tout ça, machin. Voilà, mais c'était un petit peu de l'amusement et du jeu. C'était juste pour parce que voilà, on aimait de temps en temps ne pas se prendre au sérieux. On était les seuls d'ailleurs à être un petit peu des gueulerons de cet univers-là, qui est quand même très pas triste, j'allais dire, mais un peu quand même, tu vois. Enfin, je veux dire ça, Normé, moi je c'est dirais en fait voilà. surtout. Ouais, normé, voilà, normé, très voilà. C'est pas c'est pas le truc le plus fun qui soit en fait la pièce auto, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est passionnant parce que c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, quoi. Et c'est vraiment un métier, enfin l'après-vente automobile en tout cas pour moi c'est un métier qui reste hein, passionnant, tout autant que le digital l'est pour moi. Donc ouais, c'est quand même des univers qui sont hyper intéressants à travailler. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, quand je l'ai découvert, ça m'a fait une espèce de barbe dans la tête parce que c'est vraiment un univers passionnant. Tu l'as amené jusqu'où, il y a Caroulé? On était à peu près 40 millions, enfin un peu moins, 38 je crois, Mmh. et une centaine de personnes.
donc ce qui commençait à faire pour moi un beau bébé. Ouais, Donc voilà, mais on aurait pu aller plus loin, mais le Covid nous a pas aidés, ça c'est vrai, parce d'accord. que on était, je dirais, un petit peu fragile à ce moment-là, et le métier a changé. En fait, je dirais, ça avait un petit peu commencé avant le Covid, mais ça a fortement changé après le Covid, dans le sens où, et ça s'est confirmé, hein, parce que tous ceux qui étaient pas adossés à un gros sont Mmh, tous morts en fait. mmh, Enfin, tous morts ou revendus, ou voilà. Je pense que dans ce métier-là, c'est pas vrai pour d'autres univers, hein, dans le web, mais dans l'univers de la pièce auto, je pense qu'il faut aujourd'hui être adossé à un gros, pour pouvoir avoir de la logistique, des conditions d'achat qui font que tu peux avoir des arguments pour te battre en ligne, quoi. mmh. Sinon, ça devient compliqué. Enfin, trop compliqué en tout cas pour un petit acteur. D'ailleurs, en termes de Et à 40 consolidation, millions ouais, d'acteurs. en termes de consolidation, je pense à une opération, moi qui est proche de chez moi à Marseille, mais Allopneus c'est vite adossé, à Michelin pour effectivement sécuriser une partie de ses approvisionnements et donc je pense qu'effectivement, ce que tu fais Et comme pourtant, remarque, c'est quand il s'est adossé à Michelin, il n'était pas au même niveau de chiffre d'affaires que nous, hein. Il faisait, je crois, pratiquement 150 millions d'euros, tu vois. Ça commençait à être un petit peu, quoi. Mais il s'en serait jamais sorti tout seul, quoi. Parce qu'en fait, en plus, il y a une autre donne qu'il faut intégrer, c'est que on ne bataille plus au niveau France, en fait. Et ça, c'est une donne importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Europe, si on reste franco-français, bon, t'as trois, quatre acteurs, etc. Et même à ce niveau-là, c'était compliqué d'être autonome et seul si tu veux indépendant. Mais aujourd'hui, dans tous les business que tu fais en ligne, hein, il faut bien intégrer que on n'est pas que en France, quoi. On est vraiment au niveau européen. Et si jamais tu te dis ouais, mais je suis tranquille, j'ai des concurrents gentils en France, dis-toi bien qu'à un moment donné, ça va venir d'ailleurs, et ça va venir très vite, très fort. Euh, et parce que la scalabilité du business, ils sont bien intégrés le concept aussi en dehors de la France. Donc voilà, je pense il faut savoir intégrer cet aspect-là. En tout cas, nous on l'a vu, hein, dans la pièce auto, tu vois, un autodoc qui est arrivé d'Allemagne avec des actionnaires euh, plus loin que l'Europe d'ailleurs encore aujourd'hui. Ils ont été très vite en fait. Ils ont été très très vite pour devenir leader en fait sur le marché en Europe, euh, parce qu'ils ont eu des politiques tarifaires et des pratiques commerciales agressives, on dira, hein. Mais voilà, c'est une des manières d'attaquer un marché et de le prendre, quoi. Donc, et ils ont été très vite, ils ont très bien actionné les choses. Donc, et ils venaient pas de France. Donc, il faut bien intégrer que voilà, on ne peut pas se contenter d'être franco-français sur un business. Il faut très vite penser à une scalabilité européenne, parce que si tu le fais pas, les autres le feront en dehors, quoi, et ils viendront te manger en fait. la pièce auto aujourd'hui, ça se vend sur Amazon ou c'est pas encore, arrivé? Alors, alors en fait, Amazon avait des ambitions sur la pièce auto. Il s'est dit ouais, c'est un marché où il y a des marges et tout ça. Et en fait, ça c'est quand ils ont commencé à réfléchir au sujet. Et en fait, après, quand ils ont commencé à vraiment vouloir aller sur le sujet, ils se sont aperçus que les marges n'étaient pas si importantes que ça, et que en fait, il y avait déjà des acteurs bien installés et que ça allait être compliqué d'aller les chatouiller. Et donc Amazon, en fait ce qu'on appelle le 20-80, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 10, 20 000 références qu'ils vont avoir en stock, qu'ils vont vendre eux. Sinon, après, tout le reste, ils le font faire par les acteurs, en fait, qui sont connus, qu'on connaît tous. Mais non, non, c'est pas un marché suffisamment sexy pour Amazon, parce que c'est un marché complexe en termes d'affectation. Tu vois, tu as toujours quand même la barrière technique qui est de dire je prends une pièce, je l'affecte à un véhicule, et sachant que il peut y avoir une même pièce qui va sur plusieurs véhicules, et à l'inverse, tu peux avoir plusieurs véhicules qui vont avoir une même pièce. Donc voilà, et on parle de 80 à 100 000 véhicules avec 2 à 3 millions de références. Donc, fais les croisements entre les deux. Nous, on avait quand même 45 millions de pages sur Yaka Roulé. Ça D'accord. cause un peu, quoi. Mmh. Du coup, au terme de cette aventure, tu dis 2020, vous êtes un peu fragilisé, vous vous adossez, à un groupe. Comment en fait, ça se passe à ce moment-là? Bah, en fait, nous, on était
voilà, c'était une période qui est un petit peu compliquée. Et donc, il y a Carter Cash qui a sauté sur l'occasion parce que lui, il avait des problématiques de développement en physique, en fait, par rapport à ses magasins. Donc, il dit la solution, ça va être le digital, mais on n'y connaît pas grand-chose. Donc, conjonction de circonstances a fait qu'ils ont trouvé Yaka Roulé sur le chemin. Donc, ils sont positionnés direct. Le fit est bien passé, donc ils ont repris la chose pour pouvoir se développer en ligne. Alors au début, ils ont un petit peu de mal à se mettre à la philosophie digitale, je t'avouerai. Mais depuis, ils ont bien évolué et là, ils sont plutôt pas mal placés. Même si après, il y a toujours des gros acteurs qui sont là, qui jouent bien leur rôle de leader, mais en tout cas, ils ont pas mal intégré de choses. Ils ont encore un petit peu de mal sur la perméabilité entre le digital et le magasin. Donc, tu sais, avec le fameux concept uniquement en ligne. Donc, quand tu vends quelque chose uniquement en ligne, le client, quand il revient, qu'il a acheté un produit en ligne et qu'il veut le ramener au magasin, tu vois, des fois il y a des petits frottements, quoi. Mais bon, après, voilà, moi j'y suis pas dedans, hein, donc je vais pas leur imposer une stratégie, mais c'est vrai que le client exige de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle du zéro couture. Tu vois, par exemple, Zara l'a très bien fait dans son domaine, où voilà, tu peux acheter en ligne, ramener au magasin, c'est complètement transparent. On vient pas t'embêter sur des délais ou des machins, tu vois, enfin, de faire une analyse au spectrographe pour savoir si tu l'as porté une fois, tu vois. Enfin bref, voilà, c'est vraiment, on dédramatise l'achat et le retour, on fait en sorte que tout soit entre guillemets sans couture, et on permet à l'utilisateur d'avoir une expérience super, quoi, une waouh expérience. Et ça c'est ce qui est demandé de plus en plus en fait, hein. Donc, que ce soit dans la pièce auto ou ailleurs, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui commence de plus en plus à devenir un standard, même si c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. On se rapproche de la fin de l'épisode. Toi, qu'est-ce que tu as le plus appris Mhm. sur toi pendant cette période d'entrepreneuriat? Alors, moi j'ai appris, enfin, j'allais dire, j'ai appris mon métier. J'ai un métier de dirigeant qui n'était pas évident, mais effectivement, j'ai énormément appris. Déjà, j'ai eu mon apprentissage digital du fait de Yaka Roulé. Euh, voilà, tout ce qui est euh, du SIA, du SEO, le marketing digital dans son ensemble. Moi, j'ai appris en me prenant des claques, entre guillemets, donc qui n'étaient pas toujours évidentes, parce que au démarrage et même après, tu te retrouves un petit peu obligé de mettre les mains dedans, mais sans savoir ce dans quoi tu mets les mains. Donc voilà, bah tu le fais, hein, t'as pas le choix. Donc et donc t'apprends vite. Euh, et je dirais que ce qui m'a le plus appris, c'est vraiment la gestion d'entreprise, ce que ça m'a appris, parce que à différentes tailles et à différentes étapes en fait de la vie d'une entreprise, les décisions sont pas les mêmes, c'est pas le même impact et c'est pas la même manière de prendre les décisions. Je dirais que quand on est dans une toute petite structure, euh, le but c'est pas de mettre un lien amical, mais tu as une proximité avec les gens qui fait que les décisions peuvent parfois se prendre plus vite. Et plus tu vas évoluer en taille en fait, et plus les décisions peuvent se prendre vite, bien sûr, hein, quand tu restes agile, mais elles sont beaucoup plus structurées en fait. C'est pas genre un clic-clac Kodak. Voilà. Alors, bien sûr, tu perds en agilité, mais par contre, ce dont tu t'aperçois, c'est que tu gagnes en efficacité en fait dans la décision et la mise en œuvre. Donc, et ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre quand tu as fait toutes les étapes et toutes les tailles de société en fait. Tu nous as dit que tu Alors, avais j'ai pas appris. fait la multinationale. Non, je t'ai coupé Oui, la parole, j'ai excuse-moi. appris en fait. Ouais, je disais que donc ce qui fait que j'ai appris un métier de dirigeant, mais pour différentes tailles d'entreprise. Bon, j'ai pas fait encore les multinationales hein, à plusieurs milliards, mais je veux dire la problématique reste la même à partir d'un certain seuil, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je suis d'accord. Tu nous as dit que tu avais appris avec des claques. Quelle est l'erreur que tu as faite Ouais. qui t'a le plus appris? L'erreur que j'ai faite, qui m'a le plus appris,
Oh là, elle s'est passée le 2 juillet 2015. C'est quand j'ai changé de catalogue. Alors, c'est un truc très Ouais. technique, hein. J'ai changé de catalogue sur la pièce auto. Voilà, on était. Euh, en fait, ce qui m'a appris, c'est ce que j'ai appris, c'est que on était, comment dire, dans un process où euh, on était vraiment engagé sur le fait de changer de cataloguing en fait sur la pièce Mmh. auto, et on avait investi quand même pas mal d'argent, etc. Et, euh, et malgré les petits signaux d'alerte qu'on pouvait avoir, compte tenu qu'on était vraiment engagé, on y est allé. Mmh. Euh, mais en fait, ce que ça m'a appris, c'est que même jusqu'à la dernière minute, si tu as un doute, faut pas y aller. Même si tu es engagé, que tu as dépensé et investi énormément, quand tu as un vrai doute, faut pas y aller. Voilà, il faut mettre pause, il faut savoir lever le stylo. Euh, Même s'il y a eu énormément de travail qui a été réalisé, même si tu as investi de l'argent dedans, à un moment donné, si tu as un doute, il faut savoir dire non, parce que les choix que tu fais aujourd'hui peuvent avoir des incidences énormes demain. C'était quoi les conséquences pour vous derrière? Donc, bah, la conséquence pour nous, c'est qu'on a perdu du temps parce que on était sur un catalogue en fait qui était pas vraiment optimal, avec des personnes qui n'étaient pas faites pour notre métier de e-commerce, et donc on a dû rechanger très vite sur un autre catalogue encore qui eux étaient spécialisés dans le e-commerce. Mais si on avait gagné du temps, levé le stylo, on serait passé directement au suivant et on aurait gagné un an. Et un an dans le e-commerce, C'est c'est beaucoup. beaucoup de temps. Ouais. Maintenant que tu es plus chez Yacaroli, c'est quoi aujourd'hui ton activité? Alors, comme je disais, en fait, moi, je fais du consulting pour des sociétés de différentes tailles, hein. Ça peut être un grand acteur de la grande distribution, alors dans l'automobile aussi parfois, hein, donc je reviens à mes premières amours. Mais en gros, c'est passer un cap sur des problématiques identifiées, la plupart du temps. Donc, ce qui est top parce que tu te focuses sur un objectif et puis tu dépotes le sujet. Je dirais ce qui est un peu plus frustrant, c'est que quand tu es dirigeant en fait d'une entité, enfin, tu as une vision sur l'ensemble des sujets et tu vois la finalisation de toutes les actions qui sont entreprises. Là, en fait, comme je suis sur un sujet plus restreint, j'ai moins une vue d'ensemble. Voilà. C'est pour ça que je me redirige un petit peu sur des sujets pour avoir plus une vue d'ensemble, je dirais. Mmh. Avant de passer à la partie quiz, tu nous as dit que tu avais Ouais, opté pour une communication parfois décalée. Est-ce que cette ouais. communication décalée, tu juges que c'est quelque chose qui est positif et qui génère du lead ou qui peut déstabiliser plutôt les personnes qui aiment une image classique? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dirais que la publicité décalée, c'est vraiment à double tranchant. Euh, Maintenant, je dirais que si jamais tu es capable d'avoir un buzz positif avec une communication décalée, tu as gagné ton pari. Mmh. Parce qu'en fait, nous, on a fait de la communication décalée, mais je dirais que on s'est fait plaisir, mais on n'a pas fait un buzz plus que ça. Mmh. Après, ce qui nous a pas nui, en fait, c'est que les gens s'en fichaient. Ouais. Très concrètement, on pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà. Ils s'en fichaient, c'est des pièces auto. Ils n'étaient pas sensibles, en fait. Parce qu'on Mmh. n'était pas sur quelque chose qui va aller appuyer sur des émotions particulières. Parce que voilà, on est sur un achat contraint, les gens s'en tapent des Mmh. pièces auto. Mais je dirais que dans la publicité décalée, souvent on l'a fait parce qu'on trouve ça marrant et qu'on se fait plaisir. Mmh. Mais le double tranchant, il est vraiment là parce qu'il peut y avoir des gens qui considèrent que c'est des raccourcis, que c'est des facilités et que c'est pas sérieux en fait. Ouais. Et ça, en ce sens, ça peut te nuire. Voilà. Mais nous, on avait quand même fait ça beaucoup pour s'amuser. Je reconnais. Mais d'ailleurs, c'était très amusant. Ça nous a beaucoup fait rire. Donc, voilà. On l'assume totalement. Enfin, moi, je l'assume à 100%. Moi, je sais qu'à chaque fois que je Mais l'ai voilà. fait, Mais je l'ai c'est pas assumé toujours. et c'est pas forcément toujours. Je Ouais. vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Voilà. Donc, mais après, ça peut être parce que le but du buzz, c'est qu'on parle de toi. Voilà. Donc, si ça arrive à faire en sorte de générer un buzz,
Je dirais que ça peut être positif à condition que ça te pénalise pas dans ton business de départ, quoi. Mais effectivement, la communication décalée, si c'est bien fait, ça peut être quelque chose qui génère un buzz. Et le buzz, voilà, que ce soit négatif ou positif, à partir du moment où on parle de toi, ça peut être intéressant d'un point de vue de communication. Mais là, voilà. Là, ça dépend de plein de choses, la stratégie de l'entreprise, son positionnement, son historique. Enfin, tu vois, il y a vraiment énormément de choses dont il faut tenir compte. Mais disons qu'une communication décalée, ça doit pas être seulement destiné à faire en sorte que ceux qui y pensent se marrent. Ouais. On va passer dans le quiz improbable. T'es prêt? Allez, on Donc y va. là, je rappelle la règle, tu as le Ouais, droit à un joker. Est-ce que tu es plutôt ouais. thé ou café? Pardon? Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Ah, café. Combien par jour? En ce moment, c'est plutôt un. Ouais, donc c'est très raisonnable. C'est raisonnable. Ouais, ouais. Si Yaka Roulé pouvait parler, quel aurait été son mot préféré? Son mot préféré? Ouais. Envie. Si toi, tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, qui choisirais-tu? En super-héros? Ouais. Euh, c'est une bonne question, ça. Euh, En super-héros, j'aurais tendance à dire Superman parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit comme ça, mais je suis pas sûr qu'un super-héros ce soit un bon conseiller. Voilà. Si Yaka Roulé avait été une saveur de glace, quel aurait été le parfum? La vanille. Pourquoi la vanille, tu vas peut-être me demander, mais Ouais, mais j'allais te parce le qu'en dire. fait, il y en a beaucoup qui l'aiment. Il y en a beaucoup qui l'aiment, et c'est entre guillemets mass market. Et Caroulet, c'était quand même mass market. Donc la vanille, c'est très bien. Si tes concurrents étaient des personnages de dessin animé, qui seraient-ils? Euh, c'est une bonne question. Enfin, c'est amusant comme question. Personnage de dessin animé, on est d'accord, hein. Il y en a un, ce serait Homer Simpson, mais je dirais pas lequel, ça va le vexer. Euh, et sinon, là, j'en ai pas qui me vient à l'esprit, mais il y en a certains, mais genre un bien gros méchant escroc. Mais je dirais pas lequel D'accord. non plus, parce que ça risque aussi de le vexer. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé lors d'un repas d'affaires? Le plat le plus bizarre. Euh, En général, c'était vraiment la petite brasserie du coin. J'ai pas fait des repas bizarres en fait en repas d'affaires. Je, Bah, non, j'ai pas trop de repas bizarres en fait. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Si tu... Désolé pour ça. Ouais, c'est pas grave. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? La même, je pense. Franchement, la même période, parce que en fait, cette période, c'était un peu le early stage du e-commerce, donc ça commençait vraiment à beaucoup décoller, mais je dirais que on était encore au balbutiement de plein de choses en fait, et t'étais vraiment dans un contexte où quand t'avais une envie chevillée au corps, une bonne idée et des gens motivés, tout était possible, quoi. Donc, je pense que c'était vraiment une bonne période pour entreprendre. Aujourd'hui aussi, mais pour d'autres raisons et dans un autre contexte. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Lundi matin. Est-ce que tu es plutôt... Enfin, Vas-y, tu peux oui. développer. Non, en fait, moi aujourd'hui, vu que j'ai pas vraiment de contraintes, je bosse tous les jours, donc j'ai pas de week-end, j'ai pas de voilà, c'est tout le temps. Mais j'aime bien j'aime bien le lundi parce que j'aime bien les choses qui commencent. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Bernard Arnault. Alors là, franchement, il y a même pas débat. Euh, Elon Musk, pendant un temps, j'étais plutôt admiratif en me disant ouais, le super entrepreneur, etc. Ces derniers temps,
pas du tout cet état d'esprit vis-à-vis de lui, même s'il a fait de très belles choses en tant qu'entrepreneur, hein. Et je parle pas de PayPal ou Tesla où c'est plutôt dilapider une expertise qu'il a rachetée ou autre. Mais pour tout ce qui est SpaceX ou autre, où là c'est une vraie aventure entrepreneuriale et chapeau. Mais par contre, Monsieur Arnaud, je dis Bernard Arnault, enfin Monsieur Arnaud, mais pour moi c'est respect parce que c'est de mener quelque chose à un niveau comme ça, avec une reconnaissance comme ça, tout en étant, enfin voilà, respect. Et en faisant 2 heures de piano par jour, encore plus de respect. Ouais, non mais respect, voilà. Mmh. Quelle est J'aime la pas les chose la fantasques type Elon Musk. Quelle est quelle la, est la pardon, chose excuse-moi. quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Là tout de suite, je dirais je sais pas, j'ai un peu de tout sur mon bureau, tu vois, j'ai un truc pour ma vapoteuse, un téléphone portable, des stylos. Ah si, la Rien de plus par étrange peut-être, c'est un écran d'ordinateur immense ah bah, c'est qui fait je 1,10 m de large. ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Yann, Ouais, si des c'est auditeurs voilà, souhaitent je suis quand même. si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? Oui. Bah tous, hein, LinkedIn, le mail. Je vais pas donner mon téléphone en ligne, mais il est pas hyper secret, quoi, donc il n'y a pas de problème. Bon. Écoute, bah, merci beaucoup pour ton temps et puis à très bientôt. Bah, merci à toi. À très bientôt. À bientôt et voilà.